Este cu adevărat un eveniment important pentru Universitatea din Craiova, pentru Facultatea de Litere, pentru Departamentul de Limbi Romanice și Comunicare și pentru Departamentul de Arte. Este vorba de un colocviu făcut în parteneriat cu Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța. Este vorba de un vis al unei nopți de vară pe care l-am avut împreună cu colegii și prietenii, Alexandru Boureanu, șeful Departamentului de Arte, și Claire de Pierre, responsabilă de relații internaționale de la Universitatea de la Dijon, anul trecut. Este vorba chiar de un vis al unei nopți de vară devenit realitate, pentru că a pornit ca un vis și iată că astăzi visul s-a împlinit și începe astăzi colocviul în parteneriat cu Universitatea de la Dijon, de la Caragiale la Vișniec, Teatru și Rezistență Culturală. Este un vis pentru că am pornit de la toate visele pe care le-am putut avea în noaptea aceea, și anume de a-l invita pe Vișniec ca președinte de onoare al acestui colocviu, și Vișniec a acceptat. De a-l invita pe André Petitjean, pe care îl cunoșteam din lecturi și care pentru noi, pentru lingviști, este un monstru sacru al lingvisticii secolului 20. I-am dat telefon în noaptea aceea lui André și André a acceptat. Și încetul cu încetul s-a construit acest minunat colocviu, care astăzi începe și care sper eu să fie încununat cu succes. Pentru că suntem în anul Caragiale, pentru că Vișniec este unul dintre cei mai importanți dramaturgi români cunoscuți în străinătate, poate la fel de tradus ca și Eugen Ionescu, pentru că textul dramatic este privit în aceste 3 zile de colocviu din toate perspectivele, din perspectivă lingvistică, literară, artele spectacolului, traductologie, literatură comparată. Toate perspectivele sunt aruncate asupra textului dramatic. Pentru că este un colocviu care se desfășoară în 2 timpi. Suntem în primul timp la Craiova, urmând ca în aceeași perioadă, anul viitor, să se desfășoare partea a doua a colocviului la Universitatea Parteneră la Dijon. Universitatea din Craiova împlinește 65 de ani și această manifestare este dedicată celor 65 de ani și colaborarea cu Universitatea din Dijon, una foarte strânsă, împlinește 15 ani. Avem ce aniversa pe lângă Caragiale aceste minunate parteneriate, aceste minunate colaborări, această minunată prietenie care se leagă în aceste zile în toți cei pasionați de analiza textului dramatic. După aproape 17 ani de când există Departamentul de Arte, noi colegi ai mei, alături de cei mai vechi, ne-am strâns rândurile în cadrul Facultății de Litere pentru a organiza această manifestare științifică, deoarece înainte eram axați numai pe partea de creație, iar acum, fiind într-un trend european de a putea îmbina cele două aspecte, creația și cercetarea științifică, ne-am gândit că, fiind sub această căciulă mare a Facultății de Litere, să putem profita de această colaborare între departamentele de artă, Departamentul de Limbi Romanice, pentru a putea ajunge la texte valoroase, pentru a ajunge la textele noastre importante din literatura dramatică. Astfel, acest colocviu este pregătit de aproape un an de zile cu Universitatea de Bourgogne și scopul acestuia este tocmai de a concretiza ceea ce se va întâmpla din toamnă, un master bilateral franco-român pe arta actorului, care vor participa studenți de la Dijon aici și studenți de la noi la Dijon. Pentru acest lucru, Departamentul de Artă, colectivul de teatru a pregătit ca examen de licență 2 spectacole încă de la începutul anului. E vorba de un spectacol după schițele lui Vișniec și după schițele lui Caragiale și după istoria comunismului de Vișniec, exact de a încadra în acest program cele 2 spectacole pentru ca participanții atât din țară cât și din străinătate la acest colocviu să poată vedea și partea aplicativă a textelor dramatice pe scena de la Aula Buia. Aseară, cei care participă zilele acestea la conferință au reușit să vadă un spectacol în aer liber în fața Teatrului Național. Despre ce este vorba? Aici este un lucru foarte important. Mulțumesc pentru întrebare. Colaborarea care există deja de câțiva ani de zile foarte strânsă
între Universitatea din Craiova și Teatrul Național din Craiova a arătat exact același lucru pe care îl fac și studenții noștri. Un spectacol de Mircea Corișteanu cu Noaptea Furtunoasă Caragiale și al doilea spectacol de Vișniec. Primul a fost în Sala Mare, al doilea a fost pe Explanada Teatrului. Teatrul Național din Craiova fiind partenerul nostru, între cei care au jucat aseară pe scenă sunt inclusiv profesori care predau la Departamentul de Arte, dar și foștii noștri absolvenți, colegii mei care au terminat această specializare. Donc voilà, notre bébé va naître l'année prochaine, bientôt, et on est très heureux aussi de vous le présenter aujourd'hui. Concernant le thème du colloque, c'est vrai qu'il nous a été dicté par notre objet, le théâtre. Le théâtre, c'est un objet profondément pluridisciplinaire, donc c'est pourquoi nous avons souhaité que se rencontrent des littéraires, des linguistes et des spécialistes d'études théâtrales et des comédiens et des metteurs en scène, et qu'on ait aussi des moments de partage artistique avec des spectacles qui vont être accueillis, on a commencé déjà hier, et qui vont continuer ce soir et demain, donc avec les étudiants de l'école de Craiova et des étudiants qui sont venus de Metz en France. L'autre aspect, c'est bien sûr l'aspect proprement scientifique, et donc nous avons bien sûr un patrimoine théâtral commun très important, et il est particulièrement bien représenté par notre invité, donc M. Matej Wiśniek. M. Wiśniek, dont l'œuvre est aussi bien connue de ce côté-ci de la frontière que chez nous en France, et qui nous a vraiment fait l'honneur, en plus de son emploi du temps absolument démentiel, de bien vouloir nous rejoindre pour échanger avec nous ce matin. Donc voilà, pour d'autres remerciements, je vais laisser la parole à Christiana. Moi, je remercie quand même donc mes collègues, Christiana et Alexandru, grâce à qui ce projet a pu aboutir, et grâce à qui vous êtes là aujourd'hui. Et merci beaucoup et bon colloque. Moi, j'aimerais bien vous parler au nom de la Faculté des Lettres, du département de langue romane et communication de la Faculté des Lettres et du département de théâtre de cette faculté. Nous sommes en partenariat et en amitié, et sous le signe du partenariat et de l'amitié que ce colloque a pu avoir lieu. Au fond, il représente le rêve d'une nuit d'été qui a réuni des amis de longue durée à Dijon, Alexandre Claire, des représentants du département de musique de notre faculté et moi-même, et nous avons commencé à rêver. Et ce rêve est devenu aujourd'hui réalité grâce à la générosité humaine et intellectuelle de M. Wiśniek et de vous qui êtes venus à Craiova pour partager avec nous ces 3 journées de colloque. Et je vous remercie beaucoup. En même temps, je dois remercier l'AUF et l'ambassade de France en Roumanie qui nous ont soutenus parce qu'ils ont apprécié le projet, le rêve que nous avons développé à Dijon et qui aujourd'hui est devenu réalité. Nous sommes heureux d'avoir M. Wiśniek parmi nous, de vous avoir vous tous parmi nous aujourd'hui à l'Université de Craiova. Et il y a des anniversaires auxquels nous dédions ce colloque, c'est Caragiale, c'est le 65e anniversaire de l'Université de Craiova, le 15e anniversaire de la collaboration avec Dijon. Donc il y a toute une histoire qui s'est développée derrière
derrière nous et qui continue grâce à l'entêtement et à l'enthousiasme coagulant des organisateurs de ce colloque qui ont fait tous les efforts possibles pour que ces 3 journées de colloque vous soient agréables. Je traque pour parler devant vous, mais c'est très bizarre parce que si on regarde dans la salle, la majorité est formée par des copains, par des amis. Donc c'est bien assez spécial cette rencontre entre les amis, entre les collègues de la faculté des lettres, qui sont des départements de français ou des départements de théâtre. En fait, je pense que la plus grande fête, comme Dalida disait, c'est monsieur Vichnier qui est parmi nous. Je ne veux pas parler beaucoup, je voulais juste vous dire que voilà, après 17 ans que ce département de théâtre existe, avec voilà, une infrastructure assez bien pour nous, une salle de spectacle, la salle studio qu'on va passer ces prochains 2 jours. On peut maintenant profiter de ce mariage entre la formation de linguistique, littérature française, analyse du texte, pour que nous, comme professeurs d'art dramatique, on va présenter à partir de ce soir le spectacle de Matei Vichnier qui s'appelle L'histoire du communisme, réalisé par Alina Rece, qui est enseignante à notre faculté de lettres. Et donc, c'est les bonnes raisons de montrer qu'une faculté de théâtre, c'est une faculté viable, parce qu'on sait bien le système français où il n'y a que des écoles qui appartiennent plutôt à la ministère de la Culture, et qu'on peut démontrer que la création, c'est moitié de notre travail, et l'autre travail, c'est le travail scientifique de recherche sur le texte, sur des autres aspects qu'on peut développer pendant ces colloques. Et j'apprécie énormément, d'autant plus que depuis que je vis en France, j'accorde beaucoup de temps, moi aussi, à une sorte d'entreprise que j'appelle bâtir des ponts, des petits ponts entre la France et la Roumanie. Je pense que c'est tellement nécessaire de bâtir des petits ponts comme ça, avec des personnes qui se déplacent pour découvrir un peu la Roumanie, pour que la Roumanie découvre un peu plus la France. Disons que la Roumanie a découvert depuis longtemps, un peu, d'une manière beaucoup plus profonde, la France, mais que pour que la France puisse découvrir aussi la Roumanie, il faut faire un petit effort. Et aussi se déplacer, offrir du temps, avoir un peu de confiance, un peu de courage, partir à l'aventure. Parce que je suis depuis une vingtaine d'années journaliste à RFI et je suis aussi auteur. Et je découvre à quel point c'est difficile d'aider les gens à se connaître. Vous allez remarquer, je ne vais pas parler de la résistance culturelle, hein. Je laisse le sujet pour plus tard parce que ce sera beaucoup plus sérieux. Je vais parler un petit peu de quelques angoisses, quelques problèmes que j'ai en tant qu'auteur et en tant que journaliste. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour ouvrir ça. Depuis que je suis journaliste à RFI, j'ai commencé en 1988 à BBC d'ailleurs, à Londres. Après, je travaillais à Paris, je travaille encore à plein temps pour la rédaction en langue roumaine. Et j'ai découvert à quel point l'information ne nous aide pas à se connaître. Que l'information est devenue un grand spectacle, vous le connaissez tous maintenant. Que la France a eu une révélation concernant la Roumanie en 1989, après le chute du régime, vous le savez bien, il y a eu une sorte de miracle. Les Français ont découvert que les Roumains parlaient un peu français, même plus, que c'était un pays qui n'était pas totalement écrasé par Ceausescu, qu'il y avait des jeunes, qu'il y avait des gens, qu'il y avait une culture, et qu'il y avait même des formes de beauté à découvrir, une civilisation paysanne, des problèmes, des énormes problèmes. Et après 3 jours de révélation, ou 3 mois, disons, on est entré, nous les Roumains, dans une sorte de tunnel de l'information.
C'est-à-dire que 4 ou 5 sujets négatifs ont commencé à marquer ce que j'appelle l'information ou l'image de la Roumanie en France. Et comme je suis journaliste et j'observe ça, et ça m'intéresse d'observer comment ça évolue, l'information, les clichés aussi, cet aspect figé de l'information très souvent, parce que c'est tellement facile de parler d'un pays à travers 4 ou 5 ou 6 sujets négatifs. Les clichés, ça nous aide énormément, ça nous simplifie la vie. Donc la vie du peuple français est parfaitement simplifiée parce qu'on parle de la Roumanie à travers ses problèmes avec la communauté gitane ou avec les tziganes ou avec les roms, et ça c'est vrai qu'il a des problèmes terribles, mais ce n'est pas le seul problème de la Roumanie. On a beaucoup parlé de la Roumanie à travers ces problèmes des enfants orphelins, abandonnés, les enfants de rue, et c'est vrai que c'est un problème énorme, mais ce n'est pas le seul. On a parlé beaucoup des chiens errants à Bucarest, encore 4, voilà, en tout, il y a 6 ou 7 peut-être, je ne sais pas, 5, 6, 7 sujets de ce type que j'appelle douloureux, négatifs. Et on s'est bloqué ici. Alors je dis que c'est vraiment une forme d'injustice incroyable et une forme de manque de professionnalisme incroyable pour les grands médias. Pour les médias, pour les journalistes français, pour les grandes chaînes d'information, pour les équipes de reporters, les reportages qui sont faits en Roumanie, parce que c'est une injustice, parce que la Roumanie est beaucoup plus riche en sujets négatifs. Tout simplement, la Roumanie peut offrir énormément de sujets négatifs et pas 4 ou 5. Donc, pourquoi se figer sur 5 ou 6 lorsque la Roumanie est un pays normal qui peut offrir des centaines de sujets de ce type-là? Parce que se figer sur 5 ou 6 sujets négatifs, c'est se figer sur quelques clichés et produire l'image d'un pays anormal. Mais dès qu'on parle d'un pays dans la totalité de ses sujets négatifs, dans la totalité, dans l'ensemble, dans la richesse de ses problèmes et de ses horreurs et de ses maladresses et de ses drames et de ses douleurs, du coup là on a l'image d'un pays normal. Alors pourquoi d'autres pays ont le droit d'être traités en France ou ailleurs en Occident dans l'ensemble et dans la richesse de leurs sujets négatifs et la Roumanie pas? Alors je milite pour une correctitude au niveau de l'information et je demande depuis longtemps au gouvernement roumain de faire des listes des sujets négatifs et les offrir aux journalistes français, étrangers, occidentaux qui entrent en Roumanie pour qu'ils découvrent d'autres erreurs, pas que les 4 ou 5 que j'ai cités. Alors voilà, c'est un peu la blague, mais c'est la vérité à la fois, parce que la Roumanie, comme je disais, c'est pas que ça, et j'ai découvert depuis une vingtaine d'années que ce que les grands médias ne font pas, découvrir d'autres visages de la Roumanie, les gens vivants le font. Des associations, des centaines d'associations franco-roumaines font un travail de fourmi, c'est-à-dire des écoles, des villages qui sont jumelés, qui font des allers-retours, qui organisent des déplacements, des rencontres, des gens vivants qui se déplacent, que c'est des compagnies de théâtre, de musique. Et je découvre que très souvent, les Français qui arrivent en Roumanie pour faire un petit travail, ou pour se produire en tant qu'auteur, artiste, je ne sais pas, professeur, finalement trouvent que c'est intéressant de continuer. Beaucoup tombent même amoureux de ce pays. Moi, depuis une vingtaine d'années, même plus, je viens en Roumanie avec des compagnies françaises. Presque tous ces comédiens ont voulu revenir parce qu'il y a quelque chose à découvrir, quelque chose à faire. Et voilà ce travail de fourmi qu'on fait, nous, les gens vivants, et vous en ce moment, parce que vous avez eu le courage de vous déplacer ici, crée peu à peu une autre image, peut-être la vraie. Je ne dis pas que les 4 ou 5 sujets négatifs ont disparu, au contraire. Ils s'aggravent parfois, mais ce n'est pas que ça. Alors, comme bâtisseur de pont, voilà, des petites occasions de se connaître, de se parler. Je fais ça avec un plaisir, une sorte de devoir, parce que j'ai la double nationalité, j'ai vécu déjà ma vie littéraire, la moitié de ma vie littéraire en Roumanie, et la moitié en France, j'écris dans 2 langues. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable dans ma vie, pouvoir vivre le sentiment de renaître dans une
langue étrangère en français, ça m'a apporté énormément de choses. Et pour des raisons que j'évoquais, je vous remercie de faire avec moi ce travail de fourmi, ouvrir un peu plus les esprits et voilà, aider peut-être aussi d'autres à connaître un peu mieux mon pays. Un pays que vous découvrez à Craiova, où je viens avec plaisir parce que le Théâtre National de Craiova m'a commandé une pièce il y a quelques années que vous avez vue hier soir, Occident Express, où je suis venu plusieurs fois parce que j'ai eu des spectacles qui sont créés ici. Il y a un festival extraordinaire qui est l'un des plus importants ici, le festival Shakespeare. Et au niveau du théâtre, je voulais vous dire que l'Arménie peut exporter des choses. Il y a peu de choses que l'Arménie peut exporter, mais elle peut exporter des faits ou des phénomènes ou de la culture tout simplement. À l'époque où j'ai quitté l'Arménie, je ne quittais pas un désert culturel. Au contraire, j'ai quitté un pays où je voulais plus vivre, parce que je voulais une autre expérience culturelle, je voulais une ouverture, j'étais étouffé par une forme de bêtise, mais j'étais aussi enrichi et formé par l'accès à la culture. Et il faut que je le dise peut-être ça. À l'époque de Ceausescu, ça c'est ma montre, paradoxalement, la culture française était beaucoup plus présente en Roumanie. Et en général, avant la chute du mur de Berlin et avant la chute du communisme et la chute du rideau de fer, la culture française, parce que ça vaut le coup qu'on parle un peu plus de cela, était beaucoup plus présente dans les pays de l'Europe de l'Est que maintenant. Il y avait une forme de miracle, c'est-à-dire que par tradition, dans certains pays de l'Europe de l'Est, la culture française faisait partie de la dimension culturelle de ces pays, en Union soviétique, en Russie, en Roumanie, en Pologne, aussi en Bulgarie, même dans certains pays des Balkans, en Serbie. Par tradition, la culture française était présente, par la langue déjà qui était enseignée, la langue française a été longtemps la première langue étrangère en Roumanie, mais aussi par les traductions. Moi, j'ai eu cette chance énorme de découvrir la culture française grâce aux traductions. On traduisait énormément de français. Et moi, je suis un cas particulier d'enfant qui est né dans une ville très loin de Bucarest, à 500 km de Bucarest, tout au nord, presque une ville collée presque à la frontière avec l'Ukraine en ce moment. Il n'y avait aucune raison particulière que la culture française arrive plus là-bas, à Radaoutz, qu'ailleurs. Et pourtant, la France était présente par le livre, par l'image et par la musique. Par le livre, c'est que je pense qu'à cette époque-là, sur 3 livres traduits de l'étranger, 2 étaient traduits du français. C'était extraordinaire. Chaque semaine, j'achetais au moins 2-3 auteurs français dans la petite librairie de la ville de Radaoutz. Et bon, je ne vais pas vous donner là une liste. J'ai commencé comme tout enfant français presque à plonger dans les romans de Jules Verne et Alexandre Dumas pour continuer ensuite avec les auteurs classiques que vous connaissez, Balzac, Stendhal. Un peu plus tard, j'ai découvert Camus. Je ne peux pas oublier, à 16 ans ou à 17 ans, j'étais élève de lycée. Quel choc émotionnel m'a provoqué Camus quand j'ai lu ses essais aussi, mais aussi L'étranger. J'ai découvert l'existentialisme et je me rappelle le jour où je suis allé à l'école, au lycée, je dis à mes collègues et surtout les filles qui m'écoutaient que j'étais existentialiste. Ça fait un effet très fort d'ailleurs, je vous assure. Et puis c'est vrai qu'en lisant Camus, c'était autre chose qu'en lisant ou en écoutant la musique marxiste-léniniste. Lorsque Camus, dans un essai, dit c'est l'exil et le royaume, comment ça s'appelle ça? Il dit, la première phrase, c'est le vrai problème de la philosophie, c'est si la vie mérite ou pas d'être vécue. Alors là, c'était un choc parce que le marxiste-léniniste nous disait que le vrai problème de la philosophie, c'est déjà changer tout, construire le communisme, se donner au parti, éventuellement croire dans le destin, dans la sagesse du président. Donc c'était une alternative à la pensée officielle et on pouvait lire Camus en traduction. Il figurait, enfin on le trouvait dans les bibliothèques aussi, dans les librairies.
et puis Sartre, et puis la poésie française. Henri Michaud, quand je l'ai découvert en roman, et ça passait tellement bien. Et puis le nouveau roman français, et puis d'autres et d'autres auteurs, comme Louis-Ferdinand Céline, que j'ai découvert un peu plus tard quand j'étais élève, étudiant. C'était vraiment une culture présente, la culture française. Bon, ça pour ceux qui l'aimaient lire. Les autres qui n'aimaient pas lire autant que moi, disons que j'étais un cas particulier, s'imprégnaient par la culture française populaire, par le film français. On l'a appris assez tard d'ailleurs que l'image est tellement importante. Bon, l'industrie de l'image et l'industrie du divertissement américaine a compris ça très vite après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il faut conquérir le monde par l'image. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il faut reconnaître que ça pousse, que ça a créé une forme de colonisation du subconscient universel par l'image made in Hollywood. Mais n'empêche, on revient sur les années 60, 70 même, où le film français était extrêmement présent en Roumanie. Je ne peux pas vous dire la liste des films que j'ai vus. Peut-être que j'ai vu tout ce que vous avez vu dans votre jeunesse, ceux qui ont peu mon âge. Mais mon héros à cette époque-là, c'était Jean Marais, Belmondo. Moi, dans mon enfance, j'étais D'Artagnan. Dans ma tête, je suis encore un peu D'Artagnan, d'ailleurs, parce que j'avais vu un film, Les Trois Mousquetaires, une création des années 60 avec un comédien qui s'appelle Gérard Barré. Il doit être oublié en France, mais moi je ne l'ai jamais oublié. Il a incarné D'Artagnan, mais d'autres comédiens, Belmondo et d'autres, ils ont formaté mon cerveau à cette époque-là, avec des images de ces films qu'on voyait. Chaque semaine, il y avait au moins un nouveau film français qui arrivait dans ma ville natale. Et puis il y a le troisième élément qui avait créé une sorte de francophilie, pas en ce qui me concerne, mais aussi pour des milliers et des milliers d'autres jeunes. Avant qu'ils ne deviennent francophones éventuellement, ils étaient déjà francophiles grâce, comme je disais, au cinéma, à la lecture, mais aussi la musique. La musique, c'est encore très important, et la musique anglo-saxonne qui nous arrose en ce moment à 90% en Roumanie et ailleurs, n'était pas encore si forte à cette époque-là. On pouvait écouter encore Adamo, Aznavour, Mireille Mathieu, de la bonne musique française qui passait à la radio. Alors, avec la musique française, il y avait la musique de la langue qui pénétrait. Donc nous voilà, une bonne catégorie de Roumains à cette époque-là, devenus francophiles, même si certains ne parlaient pas le français. Et ça a été mon cas malheureusement, parce que le jour où j'ai dû choisir ma première langue étrangère, c'était le premier jour du collège. Alors là, j'avais le choix entre l'allemand et le français, et la prof d'allemand était tellement sympathique, gentille et jolie, et elle venait de sortir de l'université que j'ai choisi l'allemand. Alors pour le français, ça a été un peu plus tard. Ça a été un rendez-vous reporté, après j'ai continué l'anglais, c'est très tard, à Bucarest, que je me suis dit, c'est impossible, il faut apprendre à prononcer un tout petit peu, donc j'ai appris un peu à lire le français tout seul. J'ai commencé à fréquenter la bibliothèque française de l'ambassade française pour lire aussi des auteurs qui n'étaient pas traduits en roman, parce qu'on ne traduisait pas quand même tout. Arabal, je ne sais pas pourquoi on ne le traduisait pas, quoique Beckett et Ionesco étaient traduits. Donc voilà comment on pouvait arriver, comment on pouvait devenir français ou francophile ou francophone à cette époque-là. Du fait qu'au moment où je suis arrivé à la gare de l'Est en France en 87, le 26 septembre, j'ai découvert que j'étais chez moi. Aucune angoisse, un bonheur total. Je savais ce que je voulais voir à Paris. Je suis allé à pied d'ailleurs entre la gare de l'Est et Montparnasse, c'est 30 minutes, 40 minutes à pied. Et je suis allé boire un café dans un café qui s'appelle La Rotonde, où je fantasmais sur la présence de Sartre, de Modigliani et de Picasso. C'était comme ça que j'ai commencé mon exil. D'ailleurs, je me suis toujours senti un peu coupable parce que dans ma tête, dans mon âme, je n'étais pas du tout un exilé. Je ne quittais pas Rome pour aller au bord de la mer Noire comme Ovid. Je quittais au contraire le bord de la mer Noire pour aller à Rome, qui pour moi, c'était Paris. Voilà pourquoi je considérais toujours que la France a été ma patrie mentale en quelque sorte. Elle existait déjà en moi. Par la force des choses, par les caprices de l'histoire, par une histoire qui n'est pas capricieuse parce que l'Arménie s'est beaucoup nourrie de la culture française
Et l'Allemagne moderne doit même son existence en quelque sorte à la diplomatie française, à la France, à Napoléon III d'ailleurs. Et je trouve que c'est dommage que les Romains oublient que parmi leurs racines se trouve aussi ces dimensions francophiles ou francophones. Quand je peux, je donne des conférences, je parle du fait que les Romains ne devraient pas oublier leur latinité, leur attachement, leur rapport historique avec la France, avec la culture française, malgré le fait qu'on est, oui, en pleine mondialisation, en pleine globalisation, mais n'empêche, oublier ses racines, c'est pas toujours sain, c'est pas toujours bien. Et j'écris très souvent sur tout ça. Hier soir, vous avez vu une petite scène à la fin de mon spectacle où il y a plusieurs jeunes comme ça et ils commencent à dire: je suis serbe, je suis croate, je suis macédoine, je suis bulgare, je suis roumain, je suis hongrois, je suis... Et on regarde tous devant, parce qu'on regarde tous vers l'Occident. Et moi, je n'ai aucune idée comment on dit oui ou non dans la langue de mon voisin, ou comment on dit merde dans la langue de mon voisin, mais je sais comment on dit merde en français, ou je sais comment on dit merde en anglais, fuck, shit. Je sais, je n'ai jamais vu un film hongrois ou un film ukrainien et ça ne m'intéresse de toute façon pas. Nous sommes tous des gens des Balkans, de l'Europe de l'Est et on regarde vers l'Occident. C'est là qu'on trouve notre bonheur. Alors, sur cette forme de lavage de cerveau, c'est beaucoup plus difficile, je vous assure, d'écrire que sur le communisme, sur le totalitarisme et sur d'autres formes de, je ne sais pas, d'atrocités historiques que j'ai connues. Et je vais finir par vous dire cela, c'est-à-dire qu'en Roumanie, oui, j'étais un résistant culturel parce que j'ai écrit très vite sur le lavage de cerveau opéré par l'idéologie communiste, par la bêtise officielle, par le système figé que j'avais découvert, par la paralysie sociale. Donc, j'avais beaucoup cru que écrire sur tout ça, ça aide. Et c'est vrai que ça aide. Et c'est vrai que par la parabole, par la métaphore, par l'allégorie, par la littérature à clé, par mes pièces, par mes poèmes, j'ai voulu dénoncer le mal que je voyais et qui était visible. Et puis je me suis rendu compte très tard que c'était tellement facile, commode, et la tâche de l'intellectuel à cette époque-là, dans un pays totalitaire, était très, très facilitée par le mal lui-même. Parce qu'il était facile à identifier, à être identifié et facile à dénoncer. Il fallait un peu de courage, oui, un peu de talent. Mais pour le reste, il ne fallait pas faire un effort désespéré pour identifier les personnages macabres, les caricatures du système, les failles de la stupidité de la musique officielle unique. Mais parler du mal aujourd'hui, parler de ce que j'appelle les nouvelles formes de lavage du cerveau, parler de ce que j'appelle la manipulation dans les sociétés démocratiques, à grande tradition démocratique, ou dans la société de consommation, de ce que j'appelle la manipulation par l'information, par les modes, par la publicité, même par les failles de la démocratie, même parler de la manière dont parfois la démocratie peut devenir une mascarade, c'est beaucoup plus difficile de parler de tout ça. Être auteur engagé ou intellectuel engagé ou résistant dans une société libre où le mal a des formes beaucoup plus perverses, beaucoup plus subtiles, c'est beaucoup plus difficile. J'écris, n'empêche, en France, des choses qui allaient toujours dans la continuité de ma démarche. J'écris des textes comme Théâtre décomposé ou L'homme poubelle, où je parle de, je ne sais pas, les nouvelles formes de lavage de cerveau. Pour finir, vraiment, je vais vous lire 2 poèmes de l'époque où j'étais en résistance culturelle. J'ai commencé avec la poésie. Je pense qu'à cette époque-là, 3 jeunes sur 5 écrivaient de la poésie, parce que dans la poésie, on trouvait un espace énorme de liberté, mais aussi une langue de réserve, un langage de réserve, un langage
cryptée où on pouvait glisser des choses. Et il y avait toute une génération à cette époque-là, la génération 80, on a cru que par la poésie on pouvait dénoncer. On l'a fait. Il avait le décodeur. Le public lisait la poésie, on se rencontrait, il y avait des cénacles littéraires, des réunions. La poésie, ça nous aidait à tenir, et puis on arrivait aussi à publier des poèmes, parce qu'il y avait une complicité avec des revues littéraires, avec les éditeurs. J'avais réussi à publier des poèmes en Roumanie avant de partir en France. J'avais publié 3 recueils. Et je vais vous lire 2 poèmes qui figuraient dans ces recueils, et qui à cette époque-là avaient une connotation politique évidente et forte. Je croyais écrire à cette époque-là des poèmes politiques. Je suis très curieux de voir ce que ça peut dire aujourd'hui. Un premier poème qui s'appelle « De la vie de M. K ». M. K s'est réveillé à 6 heures, s'est cuit 2 œufs, s'est fait un café et sorti dans la rue. Il a attendu à la station, est monté dans le tramway 4, est arrivé devant au bâtiment, est entré, il est resté 8 heures, a feuilleté des papiers, est sorti un peu fatigué. Il a pris le tramway, il est rentré chez lui, a ouvert le frigidaire, a cherché dans le frigidaire, puis il s'est allongé sur le canapé, a lu le journal et s'est endormi. Et pendant qu'il dormait, un serpent est sorti de la poche de M. K et il a mangé M. K. Bon, dans ma tête, à cette époque-là, lire un poème comme ça, c'était lire un poème sur la vie quotidienne de pauvres Romains. Je me considérais en résistance, en dénonçant une forme d'abêtissement, de monotonie, de grotesque quotidien. C'était une manière de résister par la poésie et aussi par l'épuration stylistique. Oublier tous les fleurissements, frapper fort. Toute une génération de poètes a écrit dans cette manière. Un deuxième poème qui s'appelle Le Navire a été à cette époque-là très connu. Il circulait presque en samizdat. D'ailleurs, il y a un cénacle littéraire qui a été interdit à cause de ce poème. Et c'est aussi le type de poème qui a été, à cette époque-là, je le considérais politique, mais à la fois, c'était impossible à censurer. Donc, on pouvait être plus fort que la censure. Alors, Le Navire. Le navire coulait lentement, nous disions. Et qu'est-ce que ça fait qu'il coule le navire? Et puis nous disions, tous les navires coulent un jour, et nous nous serrions la main en guise d'adieu. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout de 10 jours, nous, ceux qui nous étions serrés la main, nous regardions encore honteux et nous disions, ce n'est rien, juste un navire qui coule plus lentement, mais il finira bien par couler. Voilà. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout d'1 an, nous avions encore honte, nous ceux qui nous étions serrés la main, et chaque matin, nous sortions un par un, nous mesurions l'eau. C'est pour bientôt. Il coule lentement, mais sûrement. Mais le navire coulait si lentement qu'au bout de toute une vie d'homme, nous sortions encore un par un, et nous regardions le ciel, et nous mesurions l'eau, et nous grincions des dents, et nous disions, ça ce n'est pas un navire, ça c'est un drapeau. Alors je vous assure que ça faisait du bien de lire des poèmes comme ça en public à cette époque-là. Les gens roulaient par terre de rire, on savait bien dans qui on frappait, et c'était de l'oxygène pur. Alors je vais finir pour vous dire que en France, j'ai lu ce poème dans un lycée. J'étais curieux d'écouter la réaction des élèves. Je posais la question, voilà, c'est un poème que j'ai écrit dans ma jeunesse, à une époque où j'avais peut-être 2 ans de plus que vous. Ça vous dit quoi ce poème à vous, en ce moment? Il y a une fille qui a levé les doigts et m'a dit, monsieur, je pense que c'est un poème écologique. Alors ça c'est très bien, voilà. Me voilà rattrapé par une autre réalité, une autre forme de résistance. Alors voilà. La littérature qui ne vieillit pas ou qui arrive à être encore réactive malgré les décennies qui passent, c'est bien. Mais voilà pour l'introduction. Je pense que je ne veux pas bouffer le temps qui est réservé à mes collègues.
Donc je vous remercie encore une fois pour... Qui répondent aussi à des exigences qui sont très présentes dans les milieux italiens. C'est-à-dire c'est une réponse dramatique à des demandes qui viennent aussi de la culture italienne. Alors, dans un entretien avec le régisseur Christian Auger, Matej Vichniac synthétise les traits principaux de la phase roumaine et de celle française de son dramaturgie, en reliant la première au monde terrestre et voisine à l'opposition politique du régime de Ceausescu et la deuxième aux problèmes fondamentaux de l'être humain. Dit Matej Vichniac, pendant des années en Roumanie, mon écriture a été imprégnée par une certaine attitude politique. Et quand je dis attitude politique, il faut lire protestation, critique sociale, ironie, etc. Mais je n'ai jamais oublié, même à l'époque où l'urgence était d'éminer le système totalitaire, qu'une page de théâtre ou de roman doit avant tout avoir une valeur universelle et une valeur littéraire. Après, il conclut sa exposition en disant « Maintenant, pour moi, c'est urgent d'écrire sur le ciel, autrement dit, sur les rapports pervers entre l'homme et la mort, entre l'homme et l'immortalité, l'homme et l'amour, l'homme et la solitude de son être, et on peut enjoindre l'homme et l'information aussi. » Fin de la citation. L'urgence d'écrire sur le ciel trouve des confirmations immédiates dans les pièces de la période, avec une exploration ironique des proximités entre l'amour, le destin et la mort. Et c'est l'histoire de Zurpanda racontée par un saxophoniste qui a un petit ami à Francoforte. Toutefois, c'est juste pendant les années dédiées à l'élaboration des relations perverses entre l'homme et les grands thèmes de l'existence que dans l'ancienne République de la Yougoslavie, des guerres sanglantes et criminelles étaient en cours. Voilà, alors pour mon intervention d'aujourd'hui, je vais entrer en détail et je m'excuse dès le début. En fait, pourquoi ces détails? D'abord, une première raison serait le fait que pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur le théâtre de Matej Vichniac et même si j'ai déjà mon doctorat depuis plusieurs années, je ne peux plus arrêter maintenant dans mon travail. Une deuxième raison, c'est que ce colloque s'appelle Caragiale, de Caragiale à Vichniac. Alors je me suis dit, voilà, il faut relire Caragiale. Et alors j'ai redécouvert un écrivain qu'on connaît tous, en fait, qu'on connaît que les Roumains connaissent. Et une troisième raison pour laquelle je vais entrer en détail dans mon intervention, c'est que le voyage de Suceava jusqu'à Craiova est très long. Alors hier, dans le train, de midi, quand je suis partie de Suceava jusqu'à minuit, quand je suis arrivée à Craiova, je ne pouvais faire autre chose que lire et écrire. Alors voilà.